Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant 1 heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Exceptionnellement, à ma droite, Maxime Brossard nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons parler des clubs régionaux. Enfin, nous recevrons Maxime Gilbert, joueur du Phoenix Toulouse Handball. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Vincent Avellana. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Comment ça va ? C'est en train de me chambrer hors antenne sur du rugby socialien. C'était passionné. Je profite tout de suite pour dire bon anniversaire à un fidèle auditeur, mon parrain, qui fête ses... Non, on terre à son âge, parce que bon, c'est plus tout jeune. C'est plus tout jeune. Donc on le salue bien évidemment. Est-il plus vieux que le PSG ? Non, il est plus jeune de 1 an. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Il est pas vieux. Quand même, hein, il a passé 30 ans. Hein. Voilà, je rigole bien évidemment. Mehdi, vous avez arrêté de pleurer au fait ? Ou pas ? De pleurer pour... Ah oui. Franchement, ça va mieux. Je le dis à l'antenne. J'ai galéré pendant une demi-heure avec une poussière. C'est le match nul d'hier là, de Lyon qui vous a mis dans cet état. Et en fait, il est arrivé, vous arrivez en vélo ? Oui. Il arrivait comme d'habitude en vélo mais à se tenir l'œil tout rouge à pleurer, je me suis dit bon, il est ému de me voir, j'étais content et en fait non, pas du tout. Donc il venait d'une manif sûrement. Il venait d'une manif, gaz lacrymo. Gazé, ouais. Alors. Contre l'arbitrage hier soir apparemment. C'est moi qui avais organisé la manifestation. Pas, ouais. Non, c'était une manifestation anti-socialienne. Ouais, il était de tout plus seul, en plus forcément. Marek, comment ça va Ça va. On est quoi ? On est le 1er mars, premier jour de mars forcément. Ouais. Mais comment ça va ? Il nous apprend des choses, ce Jean Sureda. On en apprend tous les jours dans on ce se cultive. Ouais, bah ça va très bien. Ouais, Vincent aussi ? Très bien. Ça va, tout va bien ? Oui. Et vous Maxime, on s'est remis du rugby hier ? Ah oui, on a fait un beau match hier, ouais, c'est vrai. Non, j'allais dire Vincent a regardé du cyclisme en streaming tout le week-end. Ça, c'est vrai, ouais. Il est en canne, ouais. Ce sont les coulisses de l'émission. C'est vrai. Oui, on dit pas ce qui se passe hors antenne. Heureusement. J'étais bon en rugby hier. Ouais, c'est vrai. Vous aussi d'ailleurs. On était en canne. Franchement, pour une reprise, on a fait quelques pénalités là. C'était pas mal. Ouais, on a bien buté. Moi je pensais qu'on était rouillés, surtout la première là, face au poteau, 20 mètres, on a tapé complètement à droite à côté les deux, 20 mètres face au poteau. C'est pas possible. Et après on a quasiment tout mis. Mais c'est bizarre. Tout mis, même excentré le long de la ligne de touche à 30 mètres. Hein, je veux dire, on a tout mis. Avec le vent contre et tout ça ou... Non, il n'y avait pas de vent quand même. Il n'y avait pas de vent. Par contre, je gérais pas, Marek. Les chaussures ont pris un coup par contre. Ouais, elles ont ramassé un peu. Bon, elles sont pas ouvertes comme un livre, mais elles ont. Je peux vous en vendre aussi. Elles ont chargé. Justement, si vous avez des chaussures à donner, n'hésitez pas à aller dans les magasins Intersport de la région de Toulouse, notre partenaire, jusqu'au 27 mars. Vous pouvez apporter vos vieilles chaussures et repartir avec des bons d'achat de 10, 20 ou 30 euros, c'est selon les marques. Les chaussures seront triées et traitées pour être distribuées pour des gens dans le besoin. Donc voilà, c'est une bonne action à faire. Donc je pense qu'on va aller donner 2-3 paires de chaussures avec le rugby d'hier, mais n'hésitez pas à aller dans les magasins Intersport pour l'opération Vieille Pompe, que ça s'appelle à Intersport jusqu'au 27 mars. Je vois que vous êtes prêts messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a un coup de larme, on va y venir quasiment tout de suite, et 3 coups de cœur. Donc aujourd'hui, les chroniqueurs sont contents. J'ai même un coup de risque de la part de Marek. Marek s'est dit, je vais innover, on va innover. Toujours, il essaie de mettre en avant des sports qu'on fait pas. On va s'amuser. On va parler d'un sport où je crois que ça va être la première fois qu'on en parle. Ne dites rien, mais je crois qu'en 2 ans et demi d'émission, ça va être la première. Et pourtant, à l'antenne, non, franchement, on a peut-être dû évoquer à l'époque quand il y a l'affrontement. Oui. Bon, on va parler. Vous allez parler de golf. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça doit être au moins maximum la deuxième fois qu'on en parle. On en parle beaucoup en antenne. Hein, même avec Comboiré, vous n'avez pas parlé de golf? Non, on a essayé d'avoir Laurent Blanc en invité et Gareth Bale, donc on n'a pas pu. Mais je vais quand même aller vers vous, Maxime Brossard. On va commencer avec un coup de lame, malheureusement. On va parler de Gabriel Lacroix. Oui, on va essayer de pas pleurer, mais c'est vrai que c'est très émouvant ce qui se passe, notamment pour Gabriel Lacroix, un joueur qu'on aime bien, qu'on aime tous. Honnêtement, on va pas se mentir. Voilà, c'était le 13 janvier 2018, la dernière fois qu'il a foulé un terrain, c'était à Belfast, en Irlande du Nord, contre l'Ulster.
Il se blesse au genou et surtout il a de multiples fractures au niveau de la jambe avec notamment un déplacement du plateau tibial. S'en suivent 3 ans de combat, des opérations, de la rééducation. Il n'arrive pas à vaincre la douleur, il n'arrive pas à rejouer, il a même des difficultés pour marcher. C'est vous dire si ça a ruiné presque sa vie, ça l'a handicapé vraiment cette blessure. Voilà, Gabriel Lacroix donc va arrêter, il va ranger les crampons pour toujours. Il est jeune, hein. Jeune, il a 27 ans. C'était en plus un ailier, le genre d'ailier qu'on aime bien, vraiment. C'est le petit ailier 1m71, 80 kg qui est capable de créer des exploits. Non, j'étais demi-mêlée, malheureusement. Non, je courais pas assez vite. Le gabarit. Oui, allez, là, on va dire pour le gabarit, donc 48 matchs de top 14, et on se souvient tous de ce fameux quadruplé qu'il avait mis face à Bayonne en 2016. Désolé, Mehdi, je sais que vous aimez bien l'Aviron, mais il avait fait un match magnifique. Mais vous devez quand même bien aimer Gabi Lacroix, puisqu'en plus il avait commencé à jouer à Lombès Samatan. Il était formé à Auch, mais je vais y revenir rapidement. On se souvient aussi de ses sélections avec les Bleus, notamment avec l'équipe de France B face à la Nouvelle-Zélande. Il avait mis un doublé, puis il avait joué avec l'équipe de France A, donc face au Japon. Il avait aussi marqué un essai, c'était pour vous dire l'ampleur du talent de ce joueur. Oui. C'était le fameux match nul 23-23 sur le terrain du Racing. Sur le terrain. Vous auriez eu bon au Paris si on l'avait fait à l'époque, parce que vous, le rugby, c'est match nul. Toujours match nul. Exactement, cela je m'en souviens. Et donc, le parcours de Gabriel Lacroix qui s'arrête là. Formé à Lombès Samatan, passé par le Stade Toulousain, Albi et surtout Auch. Voilà, il a longtemps joué à Auch, comme Dupont, Aldrit, Bourgarit, tous ces talents actuels qui font briller le 15 de France. Et c'est ce qui nous laisse, je crois, peut-être encore plus de regrets quand on voit tous ces jeunes Occitans performants. On se dit qu'il avait forcément sa place dans cette équipe-là. Voilà, gros coup de larmes. C'est jamais agréable de voir une départ à la retraite très jeune, surtout à cause d'une blessure, Vincent. C'est sûr, c'était quand même un joueur très prometteur. Il était un des rares éclairs de l'équipe de France à ce moment-là. Aujourd'hui, en tout cas, il serait sûrement dans le groupe et sûrement en bonne place. C'est en espérant quand même qu'il puisse se reconvertir et se reconstruire en tant qu'homme. Vincent sait de quoi il parle, ça lui est arrivé. À l'heure actuelle, il pourrait jouer en équipe de France de football, malheureusement. Les croisés, tu connais. 2-3 fois les croisés. Les croisés, moi aussi. Je reviens vers vous tout à l'heure parce qu'on va parler de MMA, de sport de combat. Marek, on va y aller. Ça y est. C'est maintenant. C'est l'heure de passer devant le jury. Marek, on va parler de golf. Sans nous manquer de respect, on va essayer de parler de golf. On va essayer de mettre en avant un joueur, Collin Morikawa. Peut-être nos auditeurs en ont entendu parler, puisque hier, à 24 ans, il a remporté le premier grand chelem de la saison de golf. Il y en a 4 dans l'année. Ça se passait en Floride. Et donc c'est un tournoi où concouraient en fait presque tous les joueurs du top 50 mondial, donc vraiment le premier gros tournoi de l'année, et il est surtout rentré dans l'histoire l'histoire de son sport, parce qu'il est devenu le 2e joueur à remporter un tournoi majeur et un tournoi majeur qu'il avait déjà remporté en août dernier, et donc le tournoi qu'il a remporté hier. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas des experts, mais avant l'âge de 25 ans, comme Tiger Woods. Voilà, donc c'est son nom est maintenant associé à celui de Tiger d'ailleurs, qui a eu un accident la semaine dernière. Le clin d'œil est sympa par rapport à Tiger. D'ailleurs, beaucoup de joueurs en hommage à Tiger ont porté un maillot rouge, parce que le mec est juste un monstre dans son sport, quoi. Je pense que c'est pire que Messi. Mais il est éternel, hein. Il est. C'est toute proportion gardée, mais pour ceux qui connaissent pas trop le golf, il a révolutionné. C'est Michael Jordan du golf, c'est Zinedine Zidane, ou si ce n'est Pelé du football, et c'est Maxime Brossard pour le rugby. Ça va loin. C'est vraiment ça. Et donc ce jeune joueur, Collin Morikawa, son histoire, c'est un peu celle d'une ascension fulgurante au plus haut niveau, puisqu'il y a 2 ans, il était même pas pro. Et c'était déjà une des grandes révélations de l'année l'an dernier. Il avait donc remporté son premier titre majeur en août, et il était rentré direct dans le top 10 mondial. Et surtout, ce qui est particulier avec ce joueur, c'est qu'il fait à peine 1m75, donc il a des ascendances japonaises, on l'entend à son nom, Morikawa. Il est 100% d'Hawaï peut-être non, ses parents sont d'origine asiatique. Il est né à Los Angeles, il a fait ses études là-bas, il a été repéré là-bas, mais donc il fait 1m75 pour 73 kg, ce qui est quand même assez rare pour un golfeur, parce que justement c'est des débats qu'on aborde souvent hors antenne sur le golf. Est-ce que c'est vraiment un sport, machin et tout, les gars? Mais en fait, les mecs se musclent. Par exemple, Tiger, il fait 1m85 pour 86 kg. Dustin Johnson, qui est le numéro 1 mondial, c'est 1m93 pour 86 kg. C'est de l'endurance, ça, solide. Voilà. Et donc ce joueur-là, il est caractérisé par ce petit gabarit. En fait, quand il a appris le golf à l'âge de 8 ans,
Il a été formé direct à des coups vraiment de précision. Il a tryhardé, comme on dit. Vraiment, c'était. Voilà, donc il a beaucoup bossé sa technique. Et moins dans la puissance. Ouais. J'y pense et je le dis en direct comme je le pense. On va essayer d'avoir quand même. J'avais essayé l'année dernière d'avoir quelqu'un un peu. Un Français, Dubuisson, mais il n'avait pas envie de. Pas lui, mais je veux dire, il n'était pas disponible, etc. de venir. Mais on va essayer. C'est comme pour ces sports, c'est difficile de les avoir dans le sens où ils sont à travers le monde constamment. C'est ça. Et non, mais c'est donc ça, c'est compliqué. Si je dis pas de bêtises, ça va être. Ça va être sport olympique, non ça l'est depuis 2016. Depuis 2016, Rio 2016. En France, on pourrait essayer d'avoir notamment Victor Pérez qui est 32e mondial et qui là a fini dans les derniers, malheureusement, dans les 52e. Mais ce serait éventuellement quelqu'un qu'on pourrait accueillir dans l'émission. On avait reçu l'année dernière, il y a 2 ans, on avait reçu Simon Gauzy pour le ping-pong, on avait tennis de table, on avait reçu un champion du monde de pétanque aussi. Ce sont des sports, messieurs, qui sont un petit peu le truc de vacances. Vous portez quel regard sur le golf? C'est plus upgradé le golf, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Pour m'y être plongé cet après-midi, hier, c'est quand même très très technique. Il y a déjà un nombre incalculable de clubs. Je crois qu'on avait une question du jour à ce sujet, non C'est vrai que je vous avais pas. Et oui, on avait parlé de clubs. Surtout, c'est très technique. C'est une niche. C'est une grosse niche en fait. C'est vraiment un truc de spécialiste. C'est un monde à part entière il peut y avoir des milliers de personnes au bord des greens. Mais effectivement, ça c'est pas encore totalement ouvert. Je pense qu'ils essayent de le faire, et notamment avec l'entrée. Ça reste un sport de riche. Ils essayent un petit peu de le démocratiser, mais c'est pas gagné quoi. L'image du golf, effectivement, ça. Quand vous voyez qu'il faut chaque joueur a une quinzaine de clubs, ça a un prix, tout ça. Et c'est ce que Tiger Woods, je pense, un peu aussi amené dans ce sport, c'est qu'il en a fait vraiment une discipline. Avant, il y avait quand même pas mal de champions un peu bedonnants, un peu vieux. Et lui, il a amené tout le côté préparation physique, musculation, c'est lui qui a amené tout ça quoi. Pour les auditeurs qui nous écoutent de Sportez-vous bien et qui nous regardent sur YouTube, quand on parle de club, c'est facile pour nous, mais c'est vulgairement parlant le bâton qui sert à envoyer la balle. C'est pas un club vulgairement. Non mais c'est ça, le bout de bois. Non mais j'insère tous nos auditeurs dans l'émission Sportez-vous bien. On va parler de clubs encore, mais là on change. On va parler des clubs de la région, du TFC, de Pau, de Rodez en Ligue 2 en football, qui ont été vainqueurs, les 3 clubs en même temps. C'est normal pour Toulouse, mais c'est à souligner pour Rodez et pour Pau, Mehdi Guillaume. Et surtout les 3 en même temps, honnêtement, il faudrait regarder dans l'année si c'est arrivé. Je suis absolument pas sûr, vu le nombre de victoires de Pau, notamment en Ligue 2. Pau, c'est 6 victoires. Exactement, bon voilà. Donc on va commencer par le plus gros, par le TFC, qui a battu Amiens 3-0 dans un match, on va dire, maîtrisé, assez classique. Voilà, un match d'une équipe qui joue vraiment la montée. Donc voilà, rien à dire pour le TFC. Après un calendrier difficile où ça a un peu patiné les matchs d'avant, bon ça repart de l'avant et on espère que ça va continuer avec demain soir un match à Valenciennes, un match un petit peu piège, voilà, puisque Valenciennes a quand même fait 0-0 contre Sochaux face à l'ogre sochalien, donc ils ont perdu 2-0 donc il faut Sochaux. Que ça, non c'est Amiens qui avait perdu 2-0 ce week-end. Il y a eu Sochaux-Valenciennes, ça a fait 0-0. Non, c'était Sochaux-Guingamp ce week-end. Ah, c'était Guingamp. Ah, pardon, excusez-moi. Quand même, suivez, monsieur, suivez. Vous allez avoir une sanction financière, là. Sanction financière. Coupez le micro, Coraline. Ouais, excusez-moi, mais les couleurs, c'est les mêmes. Les clubs de Ligue 2, excusez-moi. C'est le mépris. On passe à une autre équipe qui une autre équipe qui Rodez qui a fait 2 gros coups, là, en une semaine. Pas que 2 gros coups, c'est même ces derniers temps. Rodez va très bien, ne perd pratiquement plus un match. Et eux qui étaient notamment au niveau de Pau et au niveau de la relégation, ils sont maintenant 13e. Qu'est-ce que vous me montrez, Jean Suréda? Le calendrier de Rodez. Oui, exactement. Ils ont battu donc Auxerre qui joue la montée et qui a notamment battu le TFC très récemment. Ils ont battu Toulouse. Bon, c'était pas du foot, mais ils ont battu Toulouse quand même. Ils ont battu Clermont, c'était pas du foot, mais ils ont aussi battu Clermont qui joue la montée. Ouais, mais c'est des matchs avec beaucoup de vent, le ballon roulé, ils y sont habitués. Et ils ont surtout perdu 2-1 contre 3, qui est leader de Ligue 2 dans les derniers instants. Et ils ont failli faire un exploit. Donc franchement, ils sont dans une bonne période. Ils se sont presque sauvés. Honnêtement, sauf catastrophe, ils sont presque sauvés en Ligue 2. Rodez en championnat, c'est une défaite sur les 13 derniers matchs. C'est A3 qui est leader incontesté. Je veux dire, Rodez a un parcours et devrait largement se maintenir. Top 5 sur phase retour, il me semble. C'est ça, et ils sont 13e du championnat. Ils ont fait le trou avec Pau 18e. Non, mais c'est bien parce que c'était la saison de la confirmation. L'année dernière, c'était la. Ça avait mal démarré. Ouais, ça avait très 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 mal démarré. Puisque honnêtement, moi, pour Rodez, je me suis dit, mince, on va en avoir 2 dans la charrette ou mieux un barragiste. Et puis non, finalement.
finalement Rodez va s'en sortir sûrement tranquillement. Ils joueront à Ajaccio demain. Et ensuite l'exploit de la journée, c'est enfin une victoire pour le Pau FC. C'était 2-0 face au Havre. D'ailleurs un des buteurs je l'avais, MPG, merci Quentin Benard. Donc voilà, c'est la troisième victoire en 6 matchs. Ça va un petit peu mieux quand même pour Pau ces derniers temps, qui était un petit peu largué au classement avec Châteauroux, mais là qui reprend des couleurs et qui reprend un petit peu espoir pour le maintien. Je pense que l'objectif pour Pau, c'est le barrage. Je pense, le barrage. Essayer d'aller jouer un barrage et de se sauver comme ça, parce qu'ils font quand même partie des équipes en termes de jeu quand même les plus faibles. Mais c'est une équipe qui se bat, qui a du caractère, qui a réussi son mercato depuis le mercato hivernal avec des arrivées, notamment en ailier, la Yatinga, là, que ça marche pas mal. Donc voilà, Pau va mieux, on espère qu'ils vont se sauver. Et 3 victoires pour la région, qu'on garde 2, que Toulouse monte et qu'il y en ait encore 2 en Ligue 2. Qui reste 3 clubs professionnels dans la région. En sachant qu'il y a un énorme match pour Pau demain, ils reçoivent le dernier Châteauroux. Donc ouais. Le match à ne surtout pas perdre, bien évidemment. C'est toujours bien quand les clubs régionaux marchent. Bon, dans les objectifs différents, Toulouse en haut, Pau qui survit, qui est là. C'est toujours bien pour la région, ça. Oui, surtout Pau, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Non, mais en région, nous sommes divisés. En fait, c'est vrai en plus à chaque fois. Mais quand je dis région pour Pau, quand on parle du rugby et tout, c'est juste que Sportez-vous bien est diffusé à Pau. Donc pour moi, c'est dans la région de Sportez-vous bien. C'est juste pour ça qu'on parle souvent de Pau et on salue les nouveaux pays après Groland, Sportez-vous bien. Et on salue les auditeurs de Pau et des alentours de Pau qui nous écoutent. Mais c'est toujours bien. C'est toujours bien. Puis surtout, si on peut créer des partenariats à terme avec ces clubs-là, qui est un gros point noir pour Toulouse. C'est vrai. Ça pourrait être bien. Gardez la parole, Vincent, parce que là on va mettre le casque, on va monter sur le vélo et on va pédaler. Arrêtez, vous le mettez jamais, Jean Sureda, le casque. Le casque Ouais, c'est vrai. Non, il faut le mettre, bien évidemment. On va parler du bon week-end du sport français, enfin du cyclisme français, et on va accueillir nos voisins belges aussi dedans. Oui, c'était le premier gros week-end du cyclisme mondial. On arrive à ce moment charnière avec le mois de mars qui arrive, avec les classiques flandriennes d'un côté, les courses françaises, les courses par étapes. On avait bien sûr le lointain Tour des Émirats Arabes Unis qui a été remporté par Pogacar, le vainqueur sortant du Tour. D'accord. C'était en même temps, il venait de cette équipe-là, c'était aussi un objectif du sponsor, c'est l'équipe UAE Emirates, donc c'était logique. 2 courses ce week-end côté français, on avait le classique Drôme-Ardèche en fait, donc on avait samedi la course en Ardèche, dimanche la Drôme, c'est des courses assez vallonnées, un peu plus dures côté Ardèche. C'est David Gaudu qui a gagné samedi, donc il a prouvé qu'il pouvait gagner des courses d'un jour, des courses où il s'est retrouvé en sprint avec le jeune Clément Champoussin de l'équipe AG2R Citroën Team. Côté le dimanche, ça s'est fini au sprint, puisque au sprint. Ça s'est fini avec l'échappée de Bagnoli tout seul, et derrière on a eu un sprint groupé. C'était une course qui a mis beaucoup de temps à se décanter. Et Bagnoli, qui est son 3e succès pro, c'est aussi un jeune coureur prometteur de Koenig. Encore un, oui. Mais encore un beau tir groupé aussi des Français qui sont montrés sur les 2 jours, que ce soit toutes les équipes Continental Pro, les équipes World Tour. Côté Belgique, donc c'était première course pavée avec les monts flandriens, c'est monts très secs, très courts et en plus pavés parce que c'est pas assez difficile comme ça. Avec le Yed Nieuwsblad le samedi, je me suis entraîné, monsieur Guillaume, pour la prononciation. Bien joué. Avec la victoire d'un de Koenig, Ballerini, mais c'est un autre de Koenig qui a fait le spectacle, c'est Alaphilippe, qui a été intenable dans tous les monts et qui a fait exploser le peloton. Et Sénéchal qui a bien amené aussi, 2 Français qui ont bien amené le jeune Italien de la Quick Step. Exactement. Et une équipe française 2e avec un jeune Anglais formé en France, Jake Stewart de la Groupama FDJ, 22 ans, je ne me trompe pas, il était sur l'équipe continentale juste avant. Et effectivement, Alaphilippe qui a dynamite le peloton, se fait reprendre, roule à bloc pour lancer Sénéchal qui fait 7e en plus du sprint. Et le dimanche la dernière, c'est Kuurne-Buurse-Kuurne, donc la 2e classique belge. Ça, pareil, on a un autre phénomène, Van der Poel, qui pareil a dynamité la course avant de se faire reprendre à 2 km de l'arrivée. Et ça a fini au sprint. L'ancien champion du monde Pedersen gagne devant Turgis, le français de la Total Direct Energy, qui fait premier podium sur une World Tour et qui est assez prometteur, sur une classique qui est assez prometteur pour l'avenir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les Français, dès le début de saison, alors on en fait ce qu'on veut avec ça, mais les Français sont déjà là dès le début de saison. Pour terminer avec les coups de cœur, coups de gueule de la semaine, Maxime, un petit mot sur l'UFC, le MMA. Mais les Français sont là aussi, puisque Cyril Gane, dans la nuit de samedi à dimanche,
a gagné son combat voilà, face à Jairzinho Rozenstruik dans la catégorie poids lourd. Il a vaincu le numéro 4 de cette catégorie donc à l'UFC en MMA. C'est la 8e victoire de sa carrière pour le Vendéen de 30 ans. Le combat a eu des réactions un peu mitigées, notamment du président de l'UFC, White, qui était un peu déçu de la tournure du combat, puisqu'il a été beaucoup en contrôle. En fait, il a beaucoup géré son adversaire. Mais il s'est imposé, c'est très prometteur pour la suite. Voilà, et c'est vraiment devenu le porte-drapeau de la discipline en France maintenant, Cyril Gane. Donc je vous invite à suivre ses prochains combats. Et en tant que supporter du sport français, on va bien évidemment le soutenir. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine, et avant de parier, on va parier basket, on va parier sur le basket. Alors c'est très dur à parier, hein, ça, c'est un peu comme le rugby. Ouais. On va revenir sur les paris de la semaine dernière. On avait parié sur La Rochelle, Stade Toulouse. Pour Romain 20-18 pour La Rochelle. Maxime 20 à 25 pour le Stade. Moi je donne 25-14 pour La Rochelle. Kevin 22-16, Stade Toulousain. Mehdi, je mets 16 partout. 18 partout. Coraline 38-35. Et Marek 19-21 donc pour Toulouse. 19-21 pour Marek, c'est 1+3 et le score c'est 14-11. Bravo. C'est 1+3 aussi pour le Stade toulousain. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce match week-end. Vous me rappelez le Il score, était beau je en savais plus, même hein. pas. Avec RUG. C'était sympa, hein, c'était Il sympa. était très très beau le match. Max, hein, comme C'est match. pas pour faire de la pub, mais c'est vrai qu'il était bien. Franchement, pour une fois, ça faisait plaisir de voir un match comme ça. Ouais. Et ils ont pas calé. Il va pas falloir que le TMB le fasse aussi ce week-end. On va parler de. Oh là ça, là. c'est une transition, ça. Et il va pas falloir C'est qu'il un le métier, fasse. monsieur. Le TMB, c'est pas donné à tout le monde. On va parler de basket. Le TMB, les Ah filles ouais. du basket de Toulouse vont à Calais justement. La transition est difficile, effectivement. Vous me laissez comme ça, j'en suis Reda. C'est parti, les filles du TMB samedi, donc 6 mars à 20h. Elles vont se déplacer dans le nord, elles vont aller à Calais. Elles vont se déplacer dans la peau du favori, puisqu'elles sont premières avec 30 points. Elles font une superbe saison, les filles du TMB. Et donc, elles vont à Calais. Calais qui est 9e, 22 points. Ils font une saison plutôt correcte, les nordistes. Le TMB qui est sur une grosse série, là, actuellement. 5 victoires de rang, quand même. Et la dernière a été assez impressionnante à Chartres. Lors d'un déplacement à Chartres, elles ont gagné quand même 93-75, ce qui est quand même assez costaud, avec notamment de sacrées performances de Strunk, Mulumba ou encore de Freitas qui se sont illustrés lors de ce match. Voilà, donc je vous laisse faire vos pronos. Je pense que normalement, ça devrait pas trop poser de problème pour le TMB, ce déplacement. C'est samedi à 20h. Hein, Samedi à 20h, ouais. Alors moi, regardez sur ma feuille, je sais pas si on le verra sur... J'ai modifié mon prono 3 fois par rapport à ce que vous venez de dire. Ah ouais. Donc je vais le donner tout de suite. Je donne un 83-66 pour le TMB. Mehdi. Autant de points, dis donc. C'est fait. Ouais, non. On va dire 53-65. 53-65, donc victoire du TMB. Maxime. Je vais rester sur la lignée de Chartres, un peu un match avec des points, donc je vais dire 70-85 pour le TMB. Ah oui. Ouais. Coraline. 80-65 pour le TMB aussi. Donc 65-80. Marek. Moi aussi j'ai du 65. 65-76 pour le TMB. Moi j'ai donné... Il y a beaucoup de 65-66. Hein. Et Vincent. 69-74. 69-74. Donc réponse Calais TMB, ce sera ce week-end pour la division 2 du basket féminin. Ce sera samedi à 20h. Sportez-vous bien ? La question du jour. Une question chaque semaine où les chroniqueurs ont 4 minutes pour y répondre. Je pense que je vais vous piéger. Je vous donne un petit indice, c'est d'actualité pour une fois. Alors, je vais essayer de parler en espagnol. Juan Manuel Cerundolo est le 5e sportif à réaliser cette performance. Laquelle ? Wow. Déjà, c'est un sport individuel. Oui. C'était ce week-end ? C'était ce week-end. Est-ce que c'est un sport Cette nuit, pour être précis. C'est un sport qui est célèbre ou c'est très célèbre ? Du tennis ? Voilà. Bon. Juan Manuel comment ? Cerundolo. Cerundolo. Pour répéter l'intitulé. C'est le 5e sportif à réaliser cette performance. Laquelle ? C'est un Argentin de 19 ans. A remporté un tournoi. Alors qu'il a moins de 20 ans. Non. C'était le tournoi en Argentine ? C'était le tournoi à Cordoba. Ah oui, là où il y avait Benoît Paire qui participait. Il l'a gagné ce tournoi ? Il a gagné ce tournoi. Il était issu des qualifications. Il a battu Albert Ramos 6-0, 2-6, 6-2 en finale. Il a gagné 335e mondial. Il a éliminé toutes les têtes de série sans perdre un seul set.
Non, 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 il en a perdu en finale. Ah, j'avais pas entendu. Moi aussi, j'ai Et fait dire ça, mais- c'est le cinquième à faire cette performance. Il a remporté tous les matchs de qualification, de la premier tour de qualification jusqu'à la finale. Il a remporté Non, son non. premier tournoi, le premier tournoi professionnel auquel il a participé. Très bien. Ah, C'est bravo. son premier tournoi et il est allé en finale parce qu'en fait c'est le troisième seulement à le gagner, mais il est allé en finale pour son premier tournoi sur le circuit ATP professionnel. Très bonne réponse de Mehdi Guillonneau. Le premier c'était Lapanti, un équatorien à Bogota en 95. Lui il avait gagné le tournoi aussi. Il y a Akuz Uso, un argentin à Buenos Aires en 2001. Il a perdu en finale. Il y a un belge, désolé pour les prononciations, en 2002 à Adelaide. Il a été finaliste. C'est Vliegen, voilà. Wiggins. On le salue s'il nous écoute bien évidemment. Il y a Ventura, un espagnol à Casablanca en 2004. Lui aussi il a gagné. Donc c'est la première fois depuis 2004 et c'est seulement la 5e fois sous l'ère Open qu'un sportif, qu'un tennisman remporte. C'est pas. Bah, franchement, c'est premier bien. tour, Et C'est pas quand- bon signe en fait. Quand on voit tous Ouais, les noms c'est ça. associés à lui, il Pas a bon une grande signe. carrière devant lui. Le pauvre, à mon avis. Mais c'est toujours impressionnant de démarrer une carrière. Moi je peux être ouais. le 6e encore. Ouais, Il faut bon. c'est vrai, Parce Ah que ouais, je n'ai ouais. fait aucun tournoi encore. Après, c'est dommage des premiers tournois d'arriver au sommet et de disparaître après. Ouais, c'est Ouais, clair, ouais. c'est un peu Mais con. hein. c'est un C'est peu vrai. de plus en plus courant, tout sport confondu, j'ai l'impression, hein, de performer Bah, très les jeunes sont, jeune ouais c'est ça. et- Les jeunes sont de plus en plus précoces. Bah, ouais. Précoce. ouais. Trop. C'est une question. Mais C'est- je vous demande la réponse. C'est le débat. Pour certains, Ouais, oui. ouais, Pour moi, d'autres, je non. dis débat, ouais, ouais. moi je dis Ouais. oui. Hein, ouais, ça Pour peut être certains, un oui, débat. pour d'autres, non. Ah, ce Bah, soit les dit, carrières hein. commencent plus tôt, donc elles peuvent se finir plus tôt. On dit c'est toujours plus simple d'aller au sommet, le plus dur c'est d'y C'est rester. Donc, Ah bah oui. Ouais, puis vous l'avez vu avec mon rugby hier. Oh là là, oui, vous êtes Il au revient sommet. encore ouais. dessus. hein. Mais oui, parce que je suis trop fort. Il se passionne pour le rugby, ça y est. ouais. Je vais remplacer Ntamak, bien évidemment. Bon, après, Ouais, ouais. Que ça. Après, vous me direz au tennis, chez nous, au sommet, ils y vont pas trop pour l'instant. Donc, Ouais. même pour, Ah ouais, alors pour y là, aller, ouais. c'est compliqué. Quoi. C'est vrai. C'est vrai, Par c'est le vrai. petit mais Hugo voilà. Gaston. Oui, Hugo Hugo qu'on salue. Humbert, quoi, et qu'on salue, qui nous écoute bien évidemment. Nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité Maxime Gilbert. À tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un joueur comme il en manque parfois dans le sport de haut niveau, un joueur de club comme on dit. Maxime Gilbert est au Phoenix Toulouse Handball depuis 2009 et a joué plus de 200 matchs avec le club toulousain qui joue son avenir européen demain. Maxime, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien, la veille d'un match décisif en Coupe d'Europe. C'est très gentil et je remercie d'ailleurs tout de suite, comme ça c'est fait, vous bien évidemment et la direction du Phoenix Toulouse Handball et Caroline de nous permettre de vous avoir à la veille de ce match. Quand je dis joueur de club d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous aimez ce qualificatif? Oui, ça me parle évidemment parce que on est dans un contexte où souvent les joueurs professionnels sont amenés à changer quand même de club. Enfin, je vois juste dans l'équipe, on est une poignée à peine, à être resté sur le même club. Après, c'est souvent des contrats courts et avec des joueurs qui ont tendance à évoluer en minimum 2, 3, voire des fois une dizaine de clubs dans une carrière. Donc un joueur qui tend à rester dans le même club, c'est de plus en plus rare, j'ai envie de dire. Il y a eu la tentation de partir, il y a eu l'occasion ou pas? On vous a proposé de partir, ça vous est passé derrière la tête de vous partir, je parle pas éventuellement l'été dernier et tout, mais dans votre carrière là au Phoenix? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est... à chaque fin de contrat, enfin moi en tout cas, j'ai eu des clubs qui se sont renseignés sur mon avenir, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés peut-être pour proposer quelque chose avec moi. Voilà. Après, il faut aussi peser ce qui est bien pour moi et ce que je comptais faire. Et pour l'instant, je me suis bien retrouvé avec le club de Toulouse, donc j'avais aucune raison de partir. Et de fil en aiguille, en fait, je suis resté au moins de 12 ans au moins. On est bien à Toulouse. La phrase elle est peut-être un peu bateau, mais finalement avec le Phoenix Toulouse Handball, c'est toute votre vie ce club en fait. Oui, alors ma vie, en tout cas je suis arrivé à 18 ans, Sportive, j'étais en région bordelaise avant. Ouais. Mais oui, en tout cas ma carrière professionnelle et le monde professionnel, je l'ai connu avec ce club-là. Et donc oui, je peux résumer ma carrière surtout avec le Phoenix Toulouse Handball, c'est sûr. Vous avez tout connu, les bonnes saisons comme l'année dernière, les moins bonnes, j'ai envie de dire comme cette année, même si la saison n'est pas terminée. Les parcours européens, on va en parler tout à l'heure comme cette année. Si vous devez sortir un moment avec le Phoenix, ce serait lequel?
On a fait plusieurs finales en fait en Coupe de France sur des Final C'est Four, vrai. voilà, sur des week-ends organisés, demi-finale, finale. On a fait 3 finales qu'on a 3 perdues malheureusement, mais à chaque fois ça a été des très bons moments parce que c'est des week-ends très particuliers où on est dans une espèce de bulle avec les 4 équipes et on s'affronte avec les meilleurs vraiment sur un week-end et c'est à chaque fois c'était très plaisant parce que au niveau du groupe déjà il y a une espèce d'émulsion et ensuite parce que devant des grandes salles devant minimum 5000 spectateurs et à chaque fois ça a été vraiment des très bons moments. Donc voilà, on a fait 3 finales et c'est les trois finales dont je me rappellerai. Demi-finale, finale, évidemment. Je ne retire pas la demi-finale. Le regret, c'est de ne pas en avoir gagné une, de pas avoir noté quelque chose sur le palmarès avec le Phoenix. Ah ben oui, ça je. Partie remise. Quand on est sportif, oui, c'est sûr, on veut gagner des titres et nous a échappé en tout cas ces 3 fois-là de peu, enfin en tout cas à un match et oui, mais ouais, pour l'instant, oui, c'est sûr, c'est un regret. Après, c'est sûr que la concurrence, en tout cas, est très rude et qu'il y a des clubs qui dominent depuis très longtemps les championnats et les coupes et c'est très difficile d'aller chercher quelque chose. Pour les auditeurs de Sportez-vous bien qui suivent pas vraiment le handball, les équipes qui dominent le handball, c'est Montpellier, c'est Nantes et c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui est le même propriétaire que pour le foot. Donc ça en dit long sur le niveau du PSG. 5e la saison dernière et dans le dernier carré justement de la Coupe de la Ligue avant l'arrêt du championnat, bien évidemment à cause du Covid-19. Cette saison, le club est un petit peu plus en difficulté, 10e sur 16, 7 défaites malheureusement consécutives, toutes compétitions confondues. Comment vous expliquez d'une saison à l'autre, alors que l'effectif n'a pas vraiment changé, à part le départ de Luxten pour remplacer Karabatic à Paris, comment vous expliquez ce tout et rien, entre guillemets, d'une saison à l'autre? Oui, alors déjà dans un premier temps, c'est sûr que la saison dernière a été un peu avortée avec le Covid, comme toutes les saisons sportives, et qu'on avait encore une fois accroché à une place de Final Four qu'on n'a pas pu jouer. Et on était sur une dynamique très très positive. Il y a eu effectivement cette coupure avec tout ce qu'on sait du Covid. Et si mine de rien, l'effectif a quand même changé parce qu'on a changé, ok, pas énormément de joueurs, mais c'est surtout des postes clés qui ont beaucoup. Il y a eu du turnover et c'est des jeunes joueurs qui sont arrivés. Et donc je pense que cette année c'est toujours des histoires de dynamique. Je pense que l'année dernière tout nous souriait, c'est-à-dire que les matchs où c'était très serré, finalement on les gagnait d'un but ou deux. Cette saison, ces matchs-là, on les perd. Parce que depuis le début de la saison, on n'a jamais été très très loin, on n'a jamais été largué, on n'a eu aucun match où qu'on a perdu de 10-15 buts. Donc on a toujours été, je pense, dans le sujet. Mais après, c'est une histoire de dynamique. Et là, cette série de 7 défaites dont tu parles, on ressent et on est loin des ambitions, en tout cas, qu'on s'était dit en début de saison. Cette 10e place, on espérait vraiment être au-dessus de ça. Après ça peut s'expliquer sur l'effectif. C'est une année très très compliquée, très très particulière avec cette crise sanitaire on joue devant des salles immenses qui sont complètement vides, qui sonnent creux. Ça explique pas tout, mais est-ce que le fait c'est vraiment une histoire de dynamique, je pense, parce qu'on a vraiment un effectif de qualité, peut-être un peu jeune, peut-être un peu naïf. Parfois, mais on a vraiment de la qualité et le potentiel pour faire mieux. Est-ce que le fait justement d'avoir fait une bonne saison l'année dernière, le fait d'être plus attendu, ça joue aussi, ça doit jouer un petit peu ou pas? C'est-à-dire on vous prend peut-être un peu moins de haut. Je dis pas que l'année dernière on vous prenait de haut, loin de là, surtout au bout d'un moment quand vous fracassez vulgairement parlant tout le monde. Mais est-ce que le fait d'être plus attendu, ça vous change quelque chose? Vous le sentez par rapport aux adversaires? Oui, certainement. Je pense que vraiment l'année dernière, on a pu surprendre par notre niveau de jeu sur des équipes, peut-être qui avaient un peu baissé la garde quand on est arrivé. Cette année, oui, c'est possible qu'on soit pris vraiment au sérieux et que du coup, ça change un peu la façon d'aborder les matchs de nos adversaires.
Oui, c'est possible que la saison mais bon, on doit être capable quand même de pouvoir nous aborder ces matchs en sachant ça et en y faisant abstraction et de pouvoir élever notre niveau par rapport à ça. Après la défaite hier, une nouvelle défaite à domicile, le coach Gardan avait déclaré que votre équipe était malade. Comment on sort de cette spirale négative? C'est dans les têtes, ça? Si j'avais la solution miracle, évidemment qu'on s'en servirait, mais non, mais il y a beaucoup de facteurs. Effectivement, il y a le facteur psychologique qui est très très important. Il faut malgré tout essayer de positiver et malgré tout essayer de continuer. Je pense que ça passe aussi par du travail parce que en général quand on n'avance plus, on se remet la tête dans le guidon et on essaye de peut-être faire plus à l'entraînement, peut-être faire plus en dehors, peut-être essayer de mettre le bleu de travail et vraiment essayer s'y filer un petit peu comme on dit. Après il y a aussi moi je trouve que on a été quelques-uns à pas être assez ambitieux en fait dans notre façon d'aborder les matchs, que sur tous nos matchs il faut qu'on soit capable d'élever notre exigence et notre envie de gagner coûte que coûte, et que peut-être que ça nous a manqué sur certains moments. Il y a beaucoup de facteurs quand la dynamique est négative comme ça. C'est toujours difficile. Alors on en parle tous autour de nous, entre les joueurs, avec les coachs, avec le président. Des fois, on essaie de trouver vraiment des solutions. C'est toujours intéressant, mais c'est jamais très très facile à faire et très plaisant. Mais voilà, il faut qu'on passe par là parce que c'est notre boulot de gagner des matchs et pour l'instant ça marche pas. Et voilà, on essaye à tâtons de trouver une bonne formule pour la suite de la saison. Le Phoenix, on l'espère, va se maintenir. Il y a quelque chose aussi qui a été annoncé par le coach Philippe Gardan, qui ne va pas rester au club. Est-ce que ça change quelque chose au quotidien ou absolument pas? Et alors moi j'ai envie de penser que non, parce qu'on est tous professionnels et que tous les ans l'effectif change. Cette année c'est particulier parce qu'il y a l'effectif change énormément, donc c'est-à-dire que la moitié de l'équipe quasiment est amenée à changer, et qu'il y a effectivement Philippe Gardan qui a annoncé sur le départ. Mais ça doit pas enlever au fait qu'on est professionnel et qu'on est engagé avec le club jusqu'à la fin de l'année pour gagner, et donc non, et tout mettre en œuvre pour gagner. Non, j'ai la faiblesse de penser quand même qu'on est suffisamment professionnel pour faire abstraction de tout ça. Une question d'un chroniqueur, Marek Keta. Oui, bonsoir Maxime. Vous tenez un discours assez mature. Déjà sur le terrain, le départ de Luc Steins, vous avez eu plus de prérogatives. Là maintenant, le départ de Gardan. Est-ce que votre rôle, vous, au sein de l'effectif, va changer justement en tant que cadre? L'année prochaine, vous parlez? Ouais, l'année prochaine. Non, je pense pas. Je pense que vous êtes au Phoenix l'année prochaine. Oui, j'ai re-signé cette année. Oui. Voilà. J'ai re-signé cette année. Une bonne question de journaliste, désolé. Pour 3 ans supplémentaires. Donc je vais faire partie effectivement des cadres de par mon ancienneté et de par mon âge malgré tout. Où j'approche la trentaine et que l'effectif est, je le redis, est jeune cette année. Vraiment, ils sont plusieurs là sur des postes assez clés à avoir 20 ans, quoi, pas plus. Donc oui, je pense quel que soit l'effectif l'année prochaine, moi je connais bien la structure du club, je connais tout l'environnement, et c'est sûr que je vais faire partie de ceux sur lesquels on peut compter. Les nouveaux joueurs pourront s'appuyer. L'actualité, c'est le match de demain en Coupe d'Europe, le dernier match de poule en Coupe d'Europe contre les Autrichiens, et vous allez, n'hésitez surtout pas à me reprendre sur la prononciation du club, Margareten, je ne sais pas si je l'ai bien dit. On est d'accord que c'est un match décisif pour la qualification. Comment on aborde ce match à la veille de la rencontre? Là, de toute façon, dans notre situation, il faut absolument qu'on gagne de 5 buts pour se qualifier. Donc on s'est pas rendu les choses faciles parce qu'on a perdu quelques matchs, pareil, encore de quelques buts à la fin du temps réglementaire. Au match aller, désolé de vous couper, au match aller par exemple d'une défaite 37-35 pour les ça fait partie des défaites qu'on a un peu en travers de la gorge parce que ça fait partie des rares matchs où on est passé complètement à travers. Donc on a ce match aller dans un coin de la tête et ensuite on a aussi perdu 2 matchs. Les défaites Covid. Oui, voilà, exactement, 10-0 en fait sur tapis vert parce qu'on n'a pas pu se déplacer dernièrement là en Macédoine et à Moscou.
Et donc du coup, ça nous met dans une situation assez particulière où on doit gagner de 5 buts demain. Non, il faut absolument que on met tout en œuvre malgré peut-être les doutes qui se sont installés ces dernières semaines. Non, je pense qu'on a vraiment la capacité de le faire, mais encore est-il qu'il faut le faire et que le match reste à jouer. Mais non, je pense que les têtes sont j'espère en tout cas à gagner coûte que coûte, et de 5 buts, ça serait le mieux. Et l'absence du public qui sait à Toulouse se montrer présent et pressant, hein, quand il le faut, ça pèse aussi, vous le sentez, vous en avez un petit peu parlé en début d'interview, mais vous le sentez au quotidien que ça vous manque quand même le Palais des Sports plein ou même avec du monde? Oh, ouais, bien sûr, évidemment, le Palais des Sports, mais dans toutes les salles où on joue, hein, parce qu'après c'est toutes les équipes qui jouent comme nous, sans leur public. Mais oui, c'est vraiment c'est quelque chose, surtout dans les sports en tout cas les sports de salle que je connais, donc je peux en parler. C'est vraiment, le public est très proche et on entend vraiment, on s'entend normalement pas du tout sur le terrain, et là on s'entend respirer, on entend les chaussures qui crissent. C'est vraiment très particulier comme ambiance. Donc oui, ça manque, mais après ça explique pas non plus nos performances, faut pas non plus se cacher derrière ça, toutes les équipes jouent avec ça, mais vraiment vivement que le public revienne pour le sport en général. Il y a des grosses équipes dans cette Coupe d'Europe. Pareil pour les auditeurs, c'est la deuxième Coupe d'Europe entre guillemets, donc pour ceux qui suivent le foot c'est la Ligue Europa, pour ceux qui suivent le rugby c'est le Challenge européen. Quand on est quasiment maintenu, même si on est 10e sur 16, normalement c'est fait. Est-ce qu'on essaye d'aller quand même beaucoup plus loin? Enfin, tout dépend bien évidemment du score du match de demain, mais on pense à plus loin dans la compétition, dans cette Coupe d'Europe? Oui, évidemment, il faut pas s'interdire. Après, attention, évidemment, on s'est dit la priorité c'est le maintien, parce que au niveau des points, c'est pas du tout fait, hein. Il faut encore gagner. Alors la saison est encore longue, hein, parce il y a beaucoup de matchs de retard, il y a il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent. Mais il faut d'abord se maintenir, c'est la priorité sur le championnat. Cette Coupe d'Europe, c'est du bonus. Si on arrive vraiment à se qualifier sur les 8e, on sait qu'on tombera sur un très gros premier de poule, donc ça serait sûrement Berlin, les Allemands, et on sait que c'est très gros, mais bon, et on n'est pas encore là. D'abord, il faut essayer de gagner ce match, et oui, ça sera du bonus pour nous, parce que la priorité, on se l'est dit, hein, de toute façon dans le vestiaire, que ça serait ce championnat. Ça reste le championnat. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, le maintien et éventuellement un 8e de finale de Coupe d'Europe. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous, merci de l'invitation. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien, et nous on va pouvoir passer au débat. Sportez-vous bien. Le débat. On va profiter de cette première émission du mois de mars pour faire une photo sur les clubs régionaux de Sportez-vous bien. Certains jouent le titre, d'autres la montée, et forcément quelques-uns malheureusement jouent le maintien. On va commencer en rugby où le stade est leader depuis ce week-end, mais on va laisser, si vous le voulez bien, le stade toulousain de côté puisqu'on en parle très régulièrement. Oui. On en a reparlé un petit peu tout à l'heure. Le stade toulousain a gagné ce week-end contre La Rochelle en top 14, mais j'ai envie d'aller déjà sur les deux clubs de la région. De la région, Sportez-vous bien. Du top 14. Castres et Pau qui vont jouer le maintien. Vous êtes plus confiant pour qui? Je me tourne directement vers Maxime. Déjà, il y a aussi Agen, il faudrait rajouter. On a oublié, il y a Agen. Agen, c'est réglé. Hein, ils ont battu le record de défaite, malheureusement. De Perpignan. De Perpignan, ouais. Castres, je pense que Castres, ils sont en bonne voie. Honnêtement, ils sont assez étonnants depuis le changement de coach avec l'arrivée d'Harry Carrère. Ils ont retrouvé un peu leur identité de jeu, là, l'équipe un peu chiante à jouer, mais qui est capable aussi de faire des belles séquences, et ça rejaillit un peu sur le terrain. Honnêtement, l'équipe est sur une bonne dynamique, donc c'est bien pour le CO. Je suis un peu plus inquiet pour la section qui va, à mon avis, qui va devoir ferrailler, comme on dit dans le rugby. On va demander l'avis à Coraline, quand même, qui est la spécialiste. Oui, Coraline, votre œil de supportrice, votre œil d'amoureux du sport, on le sent comment là, sur la section sur la fin de saison? 12e sur 14, on le rappelle. Le dernier, c'est Agen, c'est réglé, ça va en Pro D2. Le 13e fait un barrage contre là, effectivement, un club pour de Pro D2. C'est Bayonne qui est 13e avec un match en retard. Donc effectivement, pour le coup, la section peut facilement se retrouver 13e, je pense. Après, je pense qu'on est tous d'accord avec l'équipe pour se dire que Pau ne descendra pas en Pro D2. Parce que tout simplement, s'ils finissent 13e, ça sera
le vainqueur de la finale du barrage voilà, donc de Pro D2. Normalement, ça devrait le faire. Le trou est absolument énorme, hein, donc entre la fin de Pro D, de Top 14 et le haut de Pro D2. Donc normalement, peu importe l'équipe qui est 13e. Après, ça reste du sport et c'est pour ça qu'on aime le sport, que tout est possible. Donc voilà. Par exemple, Maxime peut me battre un jour au ping-pong. Ah oui, ça c'est sûr. Un jour, mais voilà, c'est ça la beauté du sport aussi. Vous le sentez comment, vous, messieurs, sur la fin de saison? Pour Castres, très bien, tout simplement parce qu'il y a Dari Carrère qui est landais et Pierre-Henri Broncan qui est gersois. Voilà. Vous avez ici un moitié landais, moitié gersois et tout va bien, alors. Donc ça ira bien pour Castres, vous inquiétez pas. Vous signez à Castres quand? Vous signez à Castres quand? Dans vraiment pas longtemps. Et Yorda Pieta s'en va l'année prochaine. Ah je peux prendre sa place pour buter, voilà. Il n'y a pas de souci. Information, portez-vous bien. Voilà. Oui, non, il n'y a absolument pas de souci. En plus, Pierre Fabre, il y avait une usine dans mon village au fin fond du Gers, donc il y a des liens avec Castres, donc vous inquiétez pas. Castres ou ça va bien se passer. Vincent. Castres, ils sont une bonne dynamique. Je vais regarder le classement, ils sont ils sont à même distance du 6e et dernier qualifié pour les barrages de finale que du 13e. Donc au final, ils sont sur une bonne dynamique. Ils étaient loin à un moment. Ils étaient même plus mal embarqués que Bayonne ou Montpellier. Là, c'est un peu comme Rodez, un peu en foot. Ouais. C'est un parcours, un bon parcours sur la seconde moitié. C'est vrai que par contre, Pau, qui avait fait une bonne fin, ils ont pas de Pau. Pau et Castres qui peuvent descendre en Pro D2. Justement, une équipe de la région de Pro D2 va essayer de monter en top 14. Colomiers est 4ème de Pro D2. Maxime, 2 victoires de suite. Le prochain match à Grenoble, donc gros match ce week-end. Ce sera dimanche sur Canal Plus Sport à 15h, donc vous pouvez regarder. C'est le dimanche, parce que Colomiers c'est les abonnés du jeudi. Normalement c'est tout le temps le jeudi, mais là ils ont mis dimanche, donc ça fait en plus 2 jours de récup en plus, donc ça c'est formidable. Colomiers peut aller chercher les playoffs, peut aller chercher le coup ou pas? Les playoffs, la montée ça va être tendu. Les playoffs, oui, surtout qu'ils étaient pas très bien en fait, parce qu'ils avaient énormément de blessés. Ils ont été vraiment frappés par les blessures, mais ils étaient décimés. Et là, ça commence à rentrer un petit peu. Je pense qu'ils vont se qualifier pour les playoffs. À noter aussi qu'ils ont un recrutement qui est assez intéressant pour l'année prochaine. Il y a Maxime Javot qui va arriver, qui est l'ouvreur du Valence Roman, qui est un très bon ouvreur. Il y a aussi Valentin Sor, qui est l'arrière d'Agen, qui est un super joueur aussi. Donc, ils sont en train de se renforcer, aussi de préparer l'année prochaine. Et je pense que maintenant, ils vont jouer souvent les premiers rôles comme ça dans cette Pro D2. Voilà, je pense que ça va faire un peu moins les montagnes russes. Tant mieux, comme c'est toujours bien pour la région, et vivement le retour des spectateurs dans les stades, parce que la Pro D2 est très très agréable à regarder, mais en attendant on va aller regarder chez nos confrères de Canal Plus Sport. Et enfin, on est obligé de parler du Grand Blagnac, qui a été malheureusement défait à la surprise générale entre guillemets ce week-end contre Aubenas. Vous y étiez, vous avez la chance d'y être. Ouais, j'y étais. Écoutez, ils ont perdu alors qu'ils menaient de 21-16. C'était la dernière action du match, et sur le renvoi, ils ont pris un essai en contre. Ils se sont fait contrer bêtement. Voilà, mais c'est mérité, parce qu'Aubenas a fait un super match défensivement. Ils étaient bien organisés, ils n'ont jamais rien lâché, donc bravo à eux. Il y a la revanche de suite ce week-end. Samedi, par rapport au classement, Blagnac est 8ème, ils sont à leur place. Ça va jouer le maintien. On n'ira pas. On n'a pas 8ème sur 14. 8ème sur 14, C'est la première saison qui a un championnat en sachant national que comme ça. Normalement, sans indiscrétion, il n'y aura pas de descente. Ça va rester. Il y aura peut-être une montée en Pro D2, mais il n'y aura pas de descente puisque la Fédérale 1 est arrêtée. De la Fédérale 1 à la 4ème série, je crois que tout le rugby amateur est arrêté. Est arrêté, donc normalement. Voilà. Bonne nouvelle, Blagnac va se maintenir. Mais aurait dû se maintenir. Je vous rajoute juste un mot rapidement pour vous dire que les filles du Stade Toulousain et les filles de Blagnac ont gagné. Les filles du Stade Toulousain ont battu Bordeaux et les filles de Blagnac ont battu Rennes. Elles sont toutes les deux dans une poule de play-off qu'on appelle, parce qu'ils ont refondu le championnat Elite 1. Les premières de ces poules de qualification iront directement en demi-finale. Ensuite, il y aura de nouveau un barrage entre les 2e et 3e de ces poules qui donneront le dernier carré en fait. Voilà. Et donc pour l'instant, Blagnac et Stade Toulousain pour les filles sont en bonne voie pour la qualif. Voilà, on espère que ça va aller au bout. Et ce serait bien pour l'année ou jamais, par exemple pour le Stade Toulousain, de battre Montpellier. Ça c'est clair, Montpellier, c'est l'ogre Montpellier. Je salue une joueuse de Blagnac italienne, Valeria, qui à chaque fois me le dit. Elle me dit on veut battre Montpellier. On va parler de football, messieurs, mais on vient d'en parler en début d'émission. On a parlé du TFC, on a parlé de Rodez, on a parlé de Pau. On pourrait parler de quoi? On va pas parler, désolé, du FC Sochaux, bien évidemment. Dommage. C'est pas dans la région, Sportez-vous bien. C'est pas dans la région. Enfin, si on fait une petite ligne qui va jusqu'à Sochaux. Non, on va parler bien évidemment de... C'est une colonie. C'est c'est les Gaulois. On va parler de Colomiers Foot, qui va reprendre le championnat, la Nationale 2.
a été autorisé à reprendre dans quelques jours. Ouais, c'était ça, une des annonces, du gouvernement, c'était il y a 3 semaines. 3 semaines, il me semble, donc la reprise de la National 2, qui est une division, on va dire, semi-professionnelle. Il y a quand même des joueurs qui sont professionnels dans cette division-là. Et donc de Colomiers, qui est notre représentant régional dans cette poule-là, qui figure toujours bien dans cette poule-là, qui finit régulièrement dans le top 5, top 6. Cette année, ils étaient 4e à l'arrêt du championnat. C'était après 8 journées, si je ne dis pas de bêtises. Et donc la reprise se fera ce week-end à Chamalières. Chamalières, c'est juste à côté de Clermont. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer de finir dans les 8 premiers. Pourquoi dans les 8 premiers ? Parce qu'en fait, il y a un nouveau format, c'est-à-dire qu'on finit juste la phase aller. Donc il y a 16 équipes, il reste 7 matchs à jouer, puisqu'ils en ont joué 8, tout simplement. Et ensuite, les 8 premiers sont en play-off pour la montée, et les 8 derniers sont en play-off pour la descente. Donc il suffira de finir dans les 8 premiers pour s'assurer le maintien, parce que honnêtement, je ne pense pas que Colomiers vise la montée en National 1, même si j'y avais été une année il y a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises, en même temps que Rodez, il me semble qu'il y avait les deux en même temps. Mais voilà. Oui, en plus, il y avait une histoire de match truqué. Oui, non, je voulais pas l'évoquer. Il y a eu quand même des choses un peu. Bon, bref. Mais voilà, donc je pense que Colomiers est un très bon club de National 2. Ils vont s'y maintenir et ça sera très bien. On peut les retrouver à Capitani. Un petit mot de handball. On a parlé bien évidemment du Phoenix avec notre invité Maxime Gilbert, mais on va retourner à Pau en Pro League, la division 2 où Billère est 10e sur 14. Ça joue logiquement le maintien. Une victoire sur les 5 derniers matchs, c'était contre Besançon en plus. Et ils vont à Cherbourg demain. La saison est réussie. Et à Massy vendredi. Un mot également de volley où les Spacers sont 11e sur 14. Ça, c'est un petit peu difficile pour les Spacers. Ils vont à Tourcoing le 10 mars prochain. Un petit mot sur le hockey sur glace. J'ai du hockey sur glace et du foot américain. Les deux, c'est des mauvaises nouvelles. Le hockey sur glace, la saison est annulée, tout simplement. Les Belugas. Les Belugas, voilà. Par contre, ils ont signé un partenariat avec Montpellier qui joue en D1 et du coup, ils vont prêter des joueurs à Montpellier en fait. Et comme ça va permettre aux joueurs de Toulouse de continuer un peu à s'entraîner, mais aussi de jouer à un niveau au-dessus pour certains et de garder contact avec la glace. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, le foot américain, du coup, saison reportée. Ça va peut-être se faire, mais pour l'instant, de ce que je sais, parce que c'est une saison décalée de toute façon. Ouais, pour le foot américain joue l'été en fait, comme le baseball en fait. Donc eux, c'est pour l'instant, ça leur change strictement rien. Ça change rien pour le moment, mais apparemment, ça partirait plus vers une annulation que vers un report, donc on espère quand même que ce sera un report, que ça va bien commencer le foot US. Et on souhaite bien évidemment bon courage à tous ces clubs amateurs de la région de Toulouse et puis même en France d'une façon générale qui ne peuvent pas jouer tous les week-ends. On termine avec le basket. On a parlé du TMB dans le Zoom de la semaine. On va parler quand même des garçons du TBC qui réalisent un très bon championnat. Un très 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 bon championnat. Je pense qu'on en reparlera d'ici la fin du championnat, puisque alors je vais vous dire, le classement n'est pas exceptionnel. Le TBC est 8e, voilà, mais avec 2 matchs de retard. Et si sur ces 2 matchs ils en gagnent un, ils sont premiers égalité. S'ils gagnent les 2, ils sont premiers tout seuls. Donc c'est vraiment une très bonne saison pour le TBC, qui a lancé un nouveau projet en début d'année avec une nouvelle identité visuelle notamment. Ils ont changé les couleurs. Voilà, ils sont vraiment partis sur autre chose avec. Alors ça c'est dit, pourquoi pas viser la montée en Pro B en 2 ou 3 saisons. Est-ce que ça sera cette année avec on va dire le micmac des playoffs au basket? Je sais pas si ça se fera. On n'a pas le temps de l'expliquer. Mais non, c'est beaucoup trop compliqué. En tout cas, ils jouent demain soir face à Vanves 13e et vendredi soir face à Dax 11e. Donc bon, la première place du groupe est largement envisageable pour le TBC. On l'espère retrouver un club professionnel de basket à Toulouse. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Donc vous l'avez compris, chers auditeurs de Sport TV, que cette semaine le sport toulousain professionnel masculin, sinon je vais me faire tuer par le thème, mais je précise. Mais que le sport toulousain se porte bien en ce moment pour les équipes qui peuvent jouer entre le rugby où ça va, le foot ça va, tout le monde va bien. Donc voilà, nous on va se retrouver dès la semaine prochaine. Merci à Coraline cette semaine à la réalisation audio et vidéo. Merci à vous Coraline et merci à vous messieurs. Nous on se retrouve lundi prochain sur Sportez-vous bien lundi.